c'était une très bonne transition pour parler de la localité et des produits locaux et de la territorialité. Et donc, j'aimerais que Flavie reprenne la parole, peut-être pour nous redire en quoi la marque Bio Sud-Ouest France, c'est un gage de garantie. Et surtout, moi, ce qui m'a paru très intéressant dans l'approche, c'est que c'est certifié. Et donc, peut-être nous expliquer un peu toute cette démarche. Oui, donc le logo Bio Sud-Ouest France, en fait, qui est apposé sur les produits, donc que vous ne connaissez pas encore puisque l'identité graphique est toute nouvelle, mais que vous verrez bientôt. En fait, il garantit que les matières premières qui composent le produit et que le produit lui-même a été transformé dans le Sud-Ouest. Le Sud-Ouest, du coup, désignant la grande région, en fait, Nouvelle-Aquitaine et les départements de l'ex-Midi-Pyrénées. C'est lié en fait à la réforme régionale, hein, c'est l'extension de cette aire géographique. Oui, produit et transformé. En fait, 100% des matières premières productibles dans le Sud-Ouest sont cultivées dans la zone Sud-Ouest. Et pour un produit transformé, c'est 95% du poids des ingrédients agricoles qui font de la dénomination. Donc pour l'exemple, une tarte à la noix, par exemple, si la noix ne vient pas du Sud-Ouest, il ne pourra pas porter le logo puisque c'est dans la dénomination et on considère que ce serait trompeur. Par contre, une confiture, du sucre bio produit dans le Sud-Ouest, on est d'accord, je pense que ça ne se trouve pas trop. Donc là, pour le coup, confiture à la fraise, les fraises viendront du Sud-Ouest, mais le sucre pas forcément. Il y a des dérogations possibles quand les matières premières n'existent pas et ne sont pas trouvables en fait. Du coup, en fait, donc je vais continuer et je vous explique comment ça fonctionne. Du coup, en fait, il y a un comité d'agrément qui valide notamment sur les recettes comme ça où il y a des ingrédients qui aujourd'hui ne se trouvent pas. L'idée, c'est de construire des filières, bien évidemment, mais pour ne pas réduire non plus l'accessibilité à cette marque, il y a des mesures dérogatoires possibles. Aujourd'hui, typiquement pour le sucre, mais j'en connais pas d'autres. Donc c'est une garantie de localité des matières premières et des produits de la transformation. C'est une marque qui certifie un produit. On n'est pas sur une certification entreprise, c'est-à-dire qu'on peut avoir un fournisseur de toute une gamme qui ne fait certifier qu'un ou deux produits de sa gamme. C'est pas quelque chose qui est limitant à l'échelle de toute l'entreprise. Et on est vraiment sur du travail avec ce nouveau critère dont je parlais tout à l'heure de contrat cadre à l'échelle d'une filière. Et on a un exemple vivant ici sur le jus de pomme de chez Menot où il pourrait acheter ses pommes à plein d'endroits différents et il les achète à une coopérative du Sud-Ouest. Et donc il y a un contrat tripartite en fait quelque part. Qui va dans une idée de commerce équitable Nord-Nord. Merci beaucoup. Je crois que finalement le Crédit Agricole fait aussi quelques pas de côté puisque vous êtes en capacité d'accompagner des projets locaux, de territoires, etc. Vous m'aviez cité quelques exemples, donc peut-être que c'est bien de les rappeler. Très volontiers. Oui, parce que tout à l'heure, je parlais effectivement de notre implication aux côtés des exploitants, aux côtés des porteurs de projets. À côté de ça, nous sommes une banque régionale, hein, donc nous sommes une banque de territoire et nous avons quelques initiatives peut-être de dimension collective. Vous évoquiez tout à l'heure donc Mangeons Bio Périgord. Bon, par exemple, avec Mangeons Bio Périgord, nous avons un partenariat. C'est dans une logique, je dirais, donc aidante, facilitante, pour faire en sorte que la filière se construise. Le modèle s'impose. Le chemin est long, compliqué, complexe sans doute. Et donc modestement, on essaie par des aides financières, mais aussi par des aides tout court, en facilitant, en mettant en adéquation effectivement par rapport aux besoins, donc des aspects de recrutement, d'accompagnement de producteurs, en œuvrant avec peut-être aussi d'autres opérateurs sur des aspects logistiques. Voilà, on veut avoir effectivement une démarche de facilitation, de contribution avec des opérateurs économiques comme celui-ci. Autre exemple peut-être aussi
de démarche collective que nous menons. C'est la création, vous le savez peut-être, d'un site qui s'appelle Terre de Saveur, qui n'est pas dédié spécifiquement donc, aux producteurs bio, mais il y a des producteurs bio. Il y a aussi beaucoup de producteurs qui s'inscrivent donc sur ce site donc, avec une production sous signe de qualité. Eh bien, on a mis à disposition gratuitement donc, cette plateforme donc, pour les producteurs, pour aider. C'est peut-être des producteurs qui n'auraient pas accès donc, au marché s'ils allaient directement via leur site donc, vers le consommateur. Donc de façon collective et d'une façon plus forte, donc ils y ont accès et peuvent drainer effectivement de l'activité. Merci beaucoup, super. Entre-temps, on a fait un petit ravitaillement en eau. Pour continuer sur cette histoire de produits locaux, d'origine France, etc., j'imagine que c'est quelque chose auquel Benoît est attaché, bien que quand on s'est parlé au téléphone, justement, il a eu pas mal de choses à me dire sur cette histoire de produits de proximité et de localisme. Tu n'aurais pas dû me lancer là-dessus. Oui, je suis, allez, je vais le dire, un anti-local primaire. Voilà, parce que j'estime que un petit Parisien, il a le droit de manger de ma viande. Voilà. Et du coup, local, ça n'a pas de cahier des charges. Moi, j'ai mon plus proche voisin, il fait des veaux industriels. J'ai pas envie de les manger, ils sont locaux pourtant. Donc, du coup, quand je dis je suis anti-local primaire, je suis pas anti-consommation locale, loin de là. Mais, en tout cas, je pense que la production, il faut savoir qu'en Creuse ou en Corrèze, il y a 2 fois plus de vaches que de consommateurs. Donc, ils vont bouffer le reste de viande. Excusez-moi du terme comme ça, mais... à un moment donné, il faut être clair là-dessus, quoi. La distribution, alors je parle encore une fois de la viande parce que c'est ce que je connais, mais elle doit être faite sur le territoire. Moi, je ne suis qu'heureux de voir ce matin, je peux vous dire, j'étais à l'abattoir, voilà, j'ai expédié de la viande et j'étais qu'heureux d'en expédier beaucoup en région parisienne, en région PACA. J'en ai expédié sur Strasbourg ce matin, mais c'est parfait. On va faire profiter les produits bio Sud-Ouest aux 4 coins de la France. Donc local, oui, pourquoi pas consommer local, mais en tout cas on est un territoire et c'est déjà pas mal d'essayer de distribuer les produits qui sont faits de notre région au niveau du territoire national. C'est aberrant de vouloir ne les commercialiser que sur ce qu'on pourrait dire que du local, quoi. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce propos. Voilà. Merci. Non, mais je trouve ça intéressant parce que je suis sûre que Monsieur Farino à côté peut aussi en parler finalement quelque part. Alors le local chez nous, c'est quoi? Alors déjà, il faut savoir quand même qu'on travaille avec plus de 6000 PME. Donc quand on dit local, c'est aussi les entreprises qui distribuent et qui livrent directement les magasins. Nos magasins ont des produits régionaux, locaux. Alors pas forcément bio, je parle vraiment local. Après, dans l'approvisionnement bio... tant mieux. Oui, on y arrive. Non, après, on a aussi un problème de volume très clairement. Donc, on peut pas non plus, à part le magasin qui aura une démarche avec un maraîcher local qui fera un peu de la salade, des poireaux, des choses comme ça. Voilà. Mais dès qu'on va partir sur des volumes importants, ça va vite devenir compliqué. Et pour nous satisfaire nos clients, puisqu'il faut une régularité, et pour le producteur, parce que lui, effectivement, il sera confronté à des volumes qu'il ne pourra pas maîtriser, tout simplement. Savoir aussi que dans les contrats qu'on va signer ou dans les engagements qu'on va prendre, nous, on a interdiction de mettre une entreprise en dépendance économique. Donc, de toute façon, c'est 30% de son chiffre d'affaires, voilà. Quelqu'un ne pourra pas produire pour Carrefour, ce qui est déjà beaucoup, voilà. Donc moi sur le local ou sur le régional ou sur le national, peu importe, mais je pense que le producteur bio, la production bio a face à elle plusieurs moyens de distribution
Et je pense qu'il faut savoir, avoir plusieurs moyens de distribution de ces produits. Déjà pour limiter ces risques, voilà. C'est aussi une règle, on va dire, économique d'entreprise. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Travailler avec une enseigne comme la nôtre, effectivement, ça apporte un volume, une certaine régularité dans les paiements, de la trésorerie, etc. Mais à côté, on peut faire de la valeur ajoutée avec de la vente directe. Enfin, voilà, nous, on n'a pas d'a priori par rapport à ça, quoi. De toute façon, on ne pourra pas prendre 100% d'une production. Donc, et c'est pour ça qu'on est aussi obligé de s'adosser souvent à des coopératives ou des groupements de producteurs. Voilà. Juste à côté, il y a Olivier Breuil qui, lui, a réduit la filière au maximum, puisque finalement, sur sa ferme, il vend, mais il transforme aussi. Et cet outil de transformation, il vous a permis de gagner en productivité et en rentabilité en fait sur certaines cultures. Donc vous avez réduit la filière à sa plus stricte essentialité sur votre exploitation. Peut-être vous pourriez nous en dire quelques mots. Du coup, moi, quand j'ai fait le choix de faire de la vente directe en viande, au début, je l'ai fait faire en prestation de service par des organismes, des laboratoires privés qui faisaient la découpe, l'emballage et tout. Le problème, c'est que ça ne correspondait pas forcément à une qualité nécessaire pour nos clients. Enfin, je pense que les gens, quand ils viennent chercher directement à la ferme, ils sont assez exigeants par rapport à ce qu'ils trouvent. Du coup, au bout de, 4 ou 5 ans, il y a eu la problématique à un moment de se dire soit je continue en me donnant les moyens de bien travailler, de fournir les produits que mes clients attendent, ou j'arrête la vente directe. Et c'est là en fait où on a monté le labo directement sur la ferme, ce qui nous permet aujourd'hui, en fait, on nous mène les animaux à l'abattoir, on récupère les carcasses et on découpe tout sur la ferme et on transforme la totalité. Donc l'idée étant toujours en fait de pouvoir tout maîtriser pour avoir ce qu'on veut. Alors ce que je voudrais rajouter, c'est qu'aujourd'hui, si nous on fait de la vente directe, je pense qu'à la base c'est parce qu'on n'a pas trouvé ce qu'on voulait en fait. Moi à la base je suis agriculteur et mon boulot ça serait de produire à la base quand même. Aujourd'hui si je fais de la vente directe, c'est parce que j'ai pas trouvé la possibilité à l'époque où je me suis installé. Je dis pas que c'est pas le cas aujourd'hui, hein. Il y a des choses qui avancent et c'est bien. Je dis ça pour mon voisin Benoît du coup. Non mais très bien. Mais à l'époque moi si j'ai fait ça c'est parce que vraiment c'était pas possible de faire autrement sur des exploitations comme la mienne, petite surface, petite production. Donc voilà, moi le système aujourd'hui, on est là aujourd'hui parce qu'à cette époque-là il n'y avait pas la possibilité de faire autrement pour des exploitations comme la mienne. Donc après c'est vrai qu'aujourd'hui avec le labo de transfo on peut faire plein de choses, on peut travailler nos produits jusqu'au bout, travailler les avants en merguez et saucisses, gérer les invendus en séchoir, enfin voilà, après nous on avait vraiment travaillé au maximum pour pouvoir être capable de valoriser tous nos produits, d'avoir zéro perte quoi. Mais je crois que pour Benoît c'est important qu'un producteur puisse aussi avoir sa voix au chapitre sur la vente directe, hein, il me semble. Oui, complètement. Hein. Pour revenir sur la notion de local, qu'un producteur puisse vendre localement en direct sa production au consommateur, c'est pour moi, à mon avis, essentiel. Hein. Je parlais tout à l'heure de filières plus longues, de marchés plus nationaux. Bref. Dans notre structure coopérative, on incite chaque producteur à avoir une part de vente directe. C'est-à-dire que, vous avez le système coopératif traditionnel qu'on connaît tous, avec le 100% d'apport pour la majorité des coopératives. On a fait le choix. On a fait le choix. Les créateurs de la coopérative ont fait le choix de ne pas exiger le 100% d'apport. Chaque éleveur, chaque année, engage un certain nombre d'animaux, le nombre qu'il a envie. Le tout, c'est qu'il l'engage et qu'il le respecte. Mais par contre, nous, on respecte aussi... on essaie de commercialiser tout ce qu'il engage déjà, et ensuite on l'incite à faire de la vente directe, parce que c'est important qu'il se confronte aussi aux consommateurs, parce que souvent, moi j'ai des producteurs qui me livrent des animaux, et puis après qui me disent mais c'est pas normal, elle n'a pas été payée le bon prix, la vache, elle était pourtant très belle dans le champ.
Oui, elle était très belle, elle ruminait très bien, mais elle est sans doute. Mais malheureusement, elle ne correspondait pas au marché au moment où vous l'avez amenée. Donc, et puis elle était peut-être pas bonne aussi, parce que ça arrive aussi. C'est pas parce qu'elle est bio qu'elle est bonne. Faut quand même aussi le remettre. Hein, c'est pas tout extraordinaire dans le bio. Je sais que je suis passé par tous ces stades-là. J'ai commencé avec 10 éleveurs. Je peux vous assurer qu'on a fait du chemin. Et donc que l'éleveur puisse aller se confronter au consommateur, aux attentes du consommateur, aux félicitations et aux reproches du consommateur, je trouve que c'est hyper important. Donc on l'encourage, et puis nous on a un atelier de transformation, et dans cet atelier de transformation, on propose une prestation justement de découpe pour les éleveurs qui font de la vente directe. Donc c'est absolument pas incompatible, et au contraire. Mais... Moi, j'aurais rajouté, alors là, je représente un peu les producteurs, je crois que je suis le seul sur la table, et je représente la vente directe aussi. Après, je ne sais pas si je peux parler au nom de tout le monde, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire presque, peu importe la façon dont on va commercialiser nos produits, hein, je pense que en premier, pour les producteurs, ce qui est le plus important, en fait, c'est d'avoir un prix rémunérateur, et que tout doit tourner autour de ça. Enfin voilà, là, je parle pour ma paroisse. Alors effectivement, il faut aussi qu'il y ait un prix qui soit correct pour les consommateurs, j'imagine bien, et c'est normal. Après, je pense aussi qu'à un moment, on a habitué les consommateurs à trouver tout et n'importe quoi à n'importe quel prix, et que du coup, aujourd'hui, on a peut-être aussi besoin de refaire de l'éducation de consommateurs. Si je dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, nous, sur la ferme, on a un peu tout type, alors je sais pas, je peux merci. On a un peu tout type de consommateurs, c'est-à-dire qu'on a commencé nous avec alors plutôt corps enseignant, cadre supérieur, donc des gens qui voilà, étaient sensibilisés, avaient les moyens. Aujourd'hui, notre clientèle s'est tournée plus sur beaucoup des jeunes parents qui commencent à faire les purées pour les enfants et qui se disent bon là maintenant il faut arrêter quoi. Là on va quand même pour nos gamins faire attention à les nourrir correctement. Et aujourd'hui on est un peu plus sur un public passible, enfin je veux dire un peu tout le monde voilà, qui commence à se poser des questions un peu à qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait, enfin quand même la nourriture c'est important, enfin c'est un peu la base quoi, et donc c'est bien d'avoir une belle voiture, c'est bien d'avoir un beau téléphone, mais il va quand même falloir se nourrir correctement. On en est là aujourd'hui et je pense que on peut, en expliquant aux gens, en leur expliquant pourquoi, en leur montrant, en leur démontrant que mettre un peu plus d'argent dans un produit, c'est pas de l'argent perdu et que ça peut avoir du sens. Et du coup, je pense que ça aussi, c'est notre boulot. Alors aussi bien en tant que producteur qu'en étant opérateur à tout niveau. Voilà. Oui, oui, tout à fait. J'aurais aimé que Philippe rebondisse un peu sur cette histoire d'atelier sur les exploitations, parce qu'on a beaucoup parlé de la gestion et de la maîtrise des risques, et le fait que sur certaines exploitations, remettre du triage, remettre des outils de première transformation, ça permet de gérer du risque et aussi de gérer des bons prix derrière. Et donc ça, j'aimerais qu'on en parle parce que ça me semble essentiel. Alors, effectivement, ça n'a échappé à personne que lorsqu'on réduisait les intermédiaires, a priori, on maîtrisait mieux sa marge globale. Maintenant, il y a plusieurs aspects là-dedans. Hein. C'est que bon, un producteur va peut-être également... Voilà. Un producteur va être également intéressé pour développer, on va dire, donc la main-d'œuvre sur son exploitation, hein, pour s'assurer également plus de fluidité en termes de logistique. Donc ça peut être intéressant aussi effectivement d'avoir ce type d'atelier sur sa ferme pour effectivement embaucher et rentabiliser beaucoup mieux ses embauches. Hein, voilà. Il y a également aussi des notions qui consistent à travers l'unité de transformation. Alors elle peut être, on va dire, ça dépendra du type d'unité de transformation, mais elle va permettre de mettre en marché un produit qui répond déjà beaucoup mieux à des critères de qualité. Là, ça concerne beaucoup plus les céréaliers, mais quand on récolte par exemple du blé ou du soja avec 25% d'impureté, que vous envoyez ça à votre opérateur,
bon, il va le prendre, mais il vous regarde avec les gros yeux. Si vous avez sur la ferme une unité qui permet déjà de nettoyer, de faire un pré-nettoyage de ces marchandises, alors non seulement vous transportez 25% de poids en moins, hein, ça évite effectivement aussi de transporter des choses qui ne servent à rien, mais derrière, on va pouvoir mettre directement en marché un produit qui répond aux normes de qualité et donc avoir le meilleur tarif sur ce prix-là. Voilà, donc ça c'est très important. Donc là on parle d'une unité de transformation basique, hein, on va dire, hein, mais ça va être la même chose pour quelqu'un qui va ensacher des carottes sur son exploitation. Voilà.